Merci d'écouter MOF. Ce programme vous est offert par la Fondation Excellence SMA et par le réseau de l'apprentissage du 3CABTP. J'avais rencontré mon directeur en lui disant cette angoisse, etc. Et il m'avait répondu « Est-ce que vous avez donné le meilleur de vous-même ? Vous n'avez pas de regrets ?» Fondamentalement non, non, j'ai pas de regrets. Alors il m'a dit, écoutez, attendez les résultats et quoi qu'il en soit, honneur au courage malheureux. Bernard Ibert a 61 ans. Il est vice-président du comité organisateur du concours de l'un des meilleurs ouvriers de France. Cet artisan entrepreneur, basé à Joué-les-Tours, avait 27 ans lorsqu'il a tenté le concours dans la classe menuiserie. On est en 1986 et il va consacrer 18 mois à réaliser l'unique sujet imposé dans son métier, un fond de pièces en lambris. Cette œuvre offre une complexité particulière. Elle comporte une calotte elliptique en son centre. Vous écoutez MOF. Cette série est consacrée aux artisans, aux salariés et chefs d'entreprise du bâtiment, à ces hommes et à ces femmes qui, un jour, ont décidé de se dépasser en allant au plus loin dans l'exercice de leur art. Comment être à la hauteur de cette épreuve, la plus exigeante que l'on puisse rencontrer dans sa carrière ? La réponse est dans MOF, comment je suis devenu l'un des meilleurs ouvriers de France. À partir des années 76, distinctement 76, je me suis intéressé au concours parce que j'ai vu des jeunes de ma génération, en tout cas celles qui me précédaient, concourir et ça m'a évidemment interpellé. Voilà, donc j'ai suivi le concours 76, 79, 82 et donc j'ai concouru moi en 86. J'avais 28 ans, 27, 28 ans quand j'ai commencé le concours. Au lancement du concours, j'étais encore non pas célibataire mais tout jeune marié et donc mon fils aîné voilà, Nicolas est né donc en 85 et j'étais en plein concours. L'anecdote du reste, c'est que quand j'étudiais mon projet dans des nuits interminables, je posais la planche à dessin sur le berceau. Donc voilà, c'est des je sais pas s'il a été marqué pour autant mon Nicolas, mais enfin bon, c'est ça. Et donc j'étais à l'époque professeur et chef de travaux d'un établissement de formation. Portes, fenêtres, volets, escaliers, rangements, agencements, le menuisier est le spécialiste du montage et de l'assemblage. Il travaille en atelier ou sur chantier et doit faire preuve de précision pour tracer et usiner les matériaux et les composants. Alors, c'était assez simple à l'époque, c'était un seul sujet imposé par métier. Donc vous aviez une élévation géométrale de l'œuvre, en l'occurrence moi c'était un fond de pièces en lambris avec une calotte elliptique en son centre, une difficulté évidemment importante du métier, une vue latérale, il n'y avait même pas de vue en plan, je me souviens pas, non, il y avait vue latérale, vue élévation, et un descriptif qui faisait une demi-page à 4. Mais suffisamment contraignante pour poser les termes des difficultés du concours. En dehors de ça, non. Donc il y avait même pas d'épreuve probatoire. C'est on préparait son œuvre et puis un jour on vous demandait de la livrer. Les ouvrages menuisés sont installés dans l'habitat individuel ou collectif, les magasins, les bureaux et l'aménagement du cadre de vie. Le menuisier peut aussi effectuer la restauration d'ouvrages anciens. La mienne, ça se passe dans l'établissement de formation où je suis à l'époque, le Centre européen de formation à Strasbourg. Et je fais ça en dehors de mes heures. Et ce qui était intéressant, c'est qu'évidemment, tous les élèves de l'établissement, en tout cas ceux du métier pour lequel je les formais, mais l'équipe pédagogique de façon générale, tout le monde évidemment m'a suivi. Ça a été à la fois un soutien, un réconfort, et puis soit dit en passant aussi un appui matériel, parce que quand vous avez un atelier mis à votre disposition, y compris le week-end, c'était mon cas, évidemment on travaille le soir, je revenais le soir après les cours,
Et je restais souvent tard la nuit. Et puis évidemment le week-end, puisque j'ai fait à peu près 1200 heures de travail sur à peu près 18 mois, un peu plus de 18 mois. Donc c'est une ascèse, quoi. C'est vraiment voilà. Alors donc c'est des conditions que je souhaite à tous, c'est-à-dire effectivement d'avoir le soutien moral et matériel, parce que c'est indispensable. Rester quand même le coût financier de l'achat des matières premières. Et à l'époque, je suis allé solliciter la Chambre de métier d'Alsace et très généreusement, en quelque sorte, elle m'a accompagné, alors que j'étais pas artisan, on l'a bien compris. Mais la Chambre de métier d'Alsace, à l'époque, m'a octroyé, c'était beaucoup d'argent pour moi, parce que c'était 6 000 francs de l'époque, donc un peu moins de 1 000 euros aujourd'hui. Mais enfin, ça couvrait une partie de mes achats. Moff, de l'expérience à l'excellence au cœur du bâtiment. Ce qui m'avait beaucoup intéressé dans ce sujet, c'est que c'était pour la première fois un sujet à l'échelle grandeur. Par contre, l'idée d'avoir une œuvre réutilisable, ça me paraissait essentiel, parce que j'avais fait évidemment des maquettes chez les compagnons pendant ma formation, dans mon Tour de France, comme on dit. Donc la maquette, j'en avais bouffé, comme on dit, donc j'avais pas du tout envie de faire une maquette. Et pour la première fois, ce sujet était à échelle grandeur, avec en plus, dans les contraintes du descriptif dont je parlais, le fait qu'on puisse élargir et augmenter la hauteur de l'œuvre avec des éléments démontables, ce qui fait que ce fond de pièce en lambris, il était adaptable en quelque sorte. Un jour donné, je ne savais pas si un jour je le réutiliserais et où, mais en tout cas, il présentait ce grand avantage. Donc ça a été très motivant pour moi. Donc une œuvre que je décris sommairement, vous aviez 2 parties latérales symétriques, qui habille un mur. Un lambris, c'est pas la frisette de lambris, un lambris, c'est comme autrefois dans les demeures, on habillait de bois les murs pour les isoler et pour les décorer. Évidemment, il y a 2 fonctions. Donc 2 parties latérales relativement simples, avec néanmoins 2 niches, enfin deux coffres avec 2 portes dans la partie basse de chacune de ces parties latérales, et au centre, là où se trouvait la grosse difficulté, une niche de forme en plan décrivant un anse de panier à 5 centres, et puis en élévation, ce qu'on appelle une calotte elliptique, c'est-à-dire en fait, j'allais dire, pour imager le quart d'un œuf, en quelque sorte, en creux, et qui intègre évidemment des complexités d'assemblage, de dessin évidemment, et donc cette partie centrale constituant une niche à 2/3 de la partie haute de l'œuvre, et puis en partie basse, là encore, 2 vantaux permettant de fermer la partie basse du lambris. Moi, j'ai fait le choix de 2 essences, un cerisier d'Alsace très rouge, très fauve, et du noyer, par contre beaucoup plus clair. C'est généralement l'inverse. Et c'est pour ça que c'était un peu un clin d'œil en quelque sorte. C'est-à-dire que le noyer d'Alsace est plutôt un noyer très clair, alors que quand on est en Périgord et encore plus en Isère, on trouve des noyers extrêmement foncés, et on adjoint souvent un merisier qui est donc de couleur plutôt pâle, rose pâle. Et là, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cerisier qui était dominant, fauve, très rouge, et par contre, le noyer beaucoup plus clair. Le menuisier doit être habile dans ses gestes professionnels et savoir faire des relevés de mesure, lire des plans d'exécution, faire des tracés et utiliser des machines fixes et portatives. L'étude a forcément été plus compliquée de ce point de vue que la réalisation, bien sûr complexe elle aussi, mais vous, dans ce type de concours, dans ce type de réalisation, si vous ne concevez pas, vous ne réalisez pas. On fait d'abord une épure extrêmement précise pour avoir les gabarits, avoir
tous les traits d'assemblage, etc., qui permettent après de passer à une réalisation elle-même aussi très précise, parce que la traduction de tout, c'est quand même la réalisation. Donc, il faut que cette réalisation soit elle-même, en tout cas, proche de la perfection. Le métier de menuisier compte 56 800 salariés, ce qui représente 5% de l'ensemble des salariés du BTP. Près de 600 femmes exercent ce métier, soit 1,1% de l'effectif. C'était pour moi la première fois que j'ai réalisé dans cet ouvrage, cette complexité d'ouvrage, ce qu'on appelle un médaillon. Alors, un médaillon, chacun peut comprendre ce qu'est un médaillon, sauf que dans une œuvre comme celle-ci, c'est un médaillon, mais en 3 dimensions. D'accord ? Donc, il est à la fois cintré en plan, il est cintré en élévation, et dans la 3e dimension, qu'on peut appeler la profondeur, dans la profondeur, il est également cintré. Donc, il est cintré dans 3 plans différents. MOF, les récits des meilleurs ouvriers de France. À la faveur de cette expérience, je me suis rendu compte que si je choisissais mon bois différemment, je pouvais obtenir le fil du bois qui décrivait un ovale. Et donc j'ai énoncé une théorie qui s'est avérée pratique par ailleurs, mais une théorie qui permet de dire comment on peut obtenir un ovale à partir d'un usinage en 3 dimensions, du moment où on sait choisir l'endroit dans l'arbre, en quelque sorte, si je peux dire, en tout cas dans la planche, quelle planche et à quel endroit de la planche on peut obtenir cet ovale. Se former à l'excellence au métier du bâtiment et des travaux publics avec le 3CABTP, réseau numéro 1 de l'apprentissage en France. Voilà, donc ça c'est la traduction que, au-delà de la complexité géométrique, vous avez des lois qui sont celles de la nature, tout simplement, hein, et qui se rappellent à vous quand vous l'oubliez. Alors, j'aurais pu laisser le panneau divergence. Il aurait été tout aussi valable en termes de fonction. Hein. Mais par contre, sur le plan esthétique, ça a tout changé parce que on a un ovale qui a été déterminé, dont les dimensions sont contraintes, et il se trouve que le panneau, le fil du bois, autrement dit, naturel, vient épouser exactement la forme. Donc c'est possible, et ça c'est une des anecdotes d'une difficulté résolue lors de ce concours. Il y en a eu d'autres. Les jeunes représentent 10% de l'effectif avec 5700 salariés de moins de 25 ans, un chiffre peu éloigné des salariés âgés de plus de 55 ans au nombre de 6000. Vous êtes dans votre bulle, donc forcément vous avez quand même, vous êtes face à vous-même. Hein, c'est physiquement éprouvant. Parce que quand vous sortez 1200 heures en 18 mois, ça veut dire qu'il faut le faire en plus de sa vie familiale, de sa vie professionnelle. Bon, donc ça, c'est... je compare souvent, je dirais, les meilleurs ouvriers de France, c'est un peu les sportifs de haut niveau des métiers. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont obligés de s'entraîner. Il faut qu'ils soient... voilà, faut forcément être en bonne condition physique, psychologique aussi, et le psychisme suit parfois le physique et inversement, ce qui fait que quand vous avez un coup de fatigue, généralement, le moral en prend un coup aussi. Donc là, vous avez besoin d'être, ce que je disais tout à l'heure, soutenu, en tout cas avoir un environnement qui en tout cas vous galvanise, parce que effectivement, on a des moments forcément de doute. Les effectifs ont tendance à diminuer puisque sur 8 ans, de 2009 à 2017, 12 000 salariés ont quitté la profession en dépit de recrutements qui semblent constants. Dans cet environnement, il y avait un formateur qui n'était pas dans l'établissement que je servais, mais
mais au centre artisanal de promotion d'Alsace, qui était un établissement de la Chambre de métier d'Alsace. Et ce formateur qui était en fin de carrière, Paul Hackspiel, son nom, lui-même ayant joué de France, un homme extrêmement discret, mais brillant, je le savais, brillant professionnellement. Et en fait, cet homme-là n'a pas été proche de moi, mais j'ai su qu'il était attentif. Et Paul Hackspiel est venu examiner mon œuvre. Il avait certainement pour mission de valider la bonne fin de l'œuvre, et puis bon, de dire qu'elle était digne de partir j'imagine à Paris, enfin au jury du concours. Et Paul Hackspiel, s'il ne m'a pas suivi pendant l'épreuve, alors j'ai cumulé les choses, puisque pendant le concours MOF, j'ai en même temps passé mon brevet de maîtrise. Bon. Oui, bon, voilà. Donc, je passais mon brevet de maîtrise, et il a été un de mes formateurs au brevet de maîtrise. Et je pense que de ce fait-là, je pense que je lui dois aussi à la fois l'attention qu'il m'a porté, et puis finalement ce qu'il est advenu ensuite. Ce qui fait que ça me permet de dire que le concours, c'est aussi un tremplin social. Ça doit l'être, ça peut l'être, ça l'a été pour moi. Et quand on se soumet à la vie de ses pairs, c'est une façon aussi de faire reconnaître son propre parcours. Sans doute que si je n'avais pas fait le concours, j'aurais certainement réussi ma vie professionnelle ou ma vie tout court. Mais je pense que le concours a contribué à accélérer un certain nombre de mes décisions et de prise de responsabilité en particulier. Le nombre des premiers entrants a diminué dans la profession de menuisier depuis 2009, mais se redresse depuis 2016. Ils étaient près de 5000 en 2017, soit une évolution sur une année de 12%. Mais ça a été par courrier, tout simplement. On m'a même pas téléphoné. Je m'en étais tenu à ce que Gilbert Caffin, qui était mon directeur, m'avait dit. Et donc, j'étais serein. J'étais évidemment impatient, mais serein. Et donc, j'ai reçu cette lettre un jour, et puis un peu plus tard, quelques semaines après, on m'a dit faudra venir à Paris pour recevoir la médaille, non pas le diplôme, parce que le diplôme je l'ai reçu plus tard en préfecture. Mehdi Hassen était le préfet de région Alsace, et il nous a remis à la promotion des lauréats alsaciens, en tout cas barinois, en préfecture, le diplôme. La médaille m'a été remise au parc floral de Vincennes, de mémoire à l'automne 86, période de cohabitation. Et donc Jacques Chirac, flanqué de l'ensemble d'une bonne partie de son gouvernement, nous ont remis les médailles. Voilà, donc à ce moment-là, à la 17e promotion. On est à la 26e, c'était la 17e. Voilà. Et donc là, déplacement en famille, les élèves, mes collègues de formateurs, etc. Première vidéo VHF, faite avec un caméscope première génération, porté à l'épaule, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, donc j'ai en plus une trace audiovisuelle de ce moment de l'exposition nationale du travail, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, porte de Versailles. Voilà. Et nous étions 6 promus en menuiserie à la 17e exposition nationale du travail. J'étais compagnon du devoir, donc c'est avec un compagnon, il porte une couleur de compagnon, c'est une espèce d'écharpe, en quelque sorte, qui est le témoignage de son parcours, de son initiation de compagnon. Ce qui est donc forcément, vous avez
vous faites des comparaisons. En tout cas, vous établissez un rapport, une relation entre les deux choses. J'ai fait une comparaison et donc je me suis dit c'est pas la même chose qu'être compagnon. Être compagnon, c'est avoir des devoirs certainement de retransmission. Mais là, vous avez un devoir d'exemplarité parce que vous êtes visible. On entre dans la profession de menuisier avec un CAP, un bac pro ou un brevet professionnel. Les autres évolutions possibles concernent l'encadrement de chantier, le bureau d'études ou la création et la reprise d'entreprise. Les femmes, je les découvre au travers des métiers qui sont les leurs à l'époque, parce que le compagnonnage n'est pas féminisé. Mais par contre, c'est vrai que dans ma promotion, il y a des esthéticiennes, il y a des métiers de savoir-faire féminin de l'époque, les coiffeuses, etc., etc. Et c'est certainement pour moi et peut-être pour d'autres une façon de découvrir que nos métiers, nos savoir-faire sont universels. Ils sont ouverts ils sont accessibles au plus grand nombre dès lors que on les rend visibles. Or, c'est vrai qu'on le sait encore aujourd'hui, c'est probablement du reste déjà la préoccupation des fondateurs du COET, c'est de dire faut rendre visible ce qui ne l'est pas. Voilà. Et donc c'est je pense tout ça qui est contenu dans la médaille. Mon enseigne n'a jamais comporté mon titre. Je l'ai parfois mis sur mes papiers en tête, mais enfin, ça a été, et j'ai toujours en tout cas pris la précaution de dire que je n'étais que l'un d'entre eux, puisqu'on est en fait titré au titre de un des meilleurs ouvriers de France. On n'est pas le meilleur ouvrier de France ou meilleur ouvrier de France. Les gens parfois disent on est MOF. Nous ne sommes que l'un des meilleurs. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Sans doute de la visibilité, bien sûr. Faut pas négliger le fait que, quand vous prenez des responsabilités, on vous associe un titre qui est le vôtre. Vous pouvez non seulement pas le nier, mais surtout pas le comment dirais-je, le cacher. C'est important de le revendiquer parce que vous avez et vous devez jouer ce rôle-là. Et je l'ai ramené en Touraine, où je me trouve, où mon entreprise se trouve, où ma famille se trouve, à partir de cette période-là. Et elle est chez moi. Maintenant, elle est chez moi. Elle remplit la fonction pour laquelle elle a été créée, c'est-à-dire d'habiller un mur. Elle est le lambris, l'habillage de boiserie dans ma maison aujourd'hui. Voilà. C'est surtout être dans sa bulle et ne pas se soucier de ce que éventuellement les autres auraient pu dire de mon travail ou du travail des autres, parce que finalement, évidemment, on sait qu'on n'est pas seul à concourir, on l'imagine bien, mais ce qui était redoutable, j'avais observé en 79, c'est des candidats qui disaient à d'autres, ou en tout cas par l'intermédiaire de personnes qui pouvaient connaître des candidats, dire ah mais un tel n'a pas fait de la même façon, et donc ça mettait le trouble dans les esprits. Ça, je voulais absolument pas connaître ça, ce qui fait que ça a été voilà, j'étais dans ma bulle pendant toute la durée du concours. Prochain épisode, Steve Paton, tailleur de pierre. Merci d'écouter MOF, comment je suis devenu l'un des meilleurs ouvriers de France. Ce programme vous est offert par la Fondation Excellence SMA et par le réseau de l'apprentissage du 3CABTP.